Nancy Midol, qui est aussi une connaissance depuis un moment. Nancy était enseignante à l'Université de Nice. Actuellement, elle enseigne à Paris 8. Ah bon, parce que avec les numéros, j'ai des difficultés, où elle travaille sur la perception des trans. Nancy a fait des recherches aussi bien sur les trans afro-américaines, et elle s'intéresse en général sur l'image du corps et la phénoménologie de la trans, n'est-ce pas, lui? Bon, d'autre part, Nancy a beaucoup travaillé sur les liens entre l'Orient et l'Occident, et entre la perception des Occidentaux sur l'Orient, et malheureusement pas inversement, parce que ce n'est pas évident. Elle a écrit un magnifique livre qui s'appelle L'écologie des trans, que je vous conseille vivement. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, elle fera suite à la thématique de la dernière conférence. Ça ne sera pas, comment dirais-je, la perception du Jung sur l'Inde, mais ça sera les liens entre le vide, ces fameux principes bouddhiques, et la philosophie grecque ancienne, si je ne me trompe pas, et surtout les sciences modernes. Bon, passons la parole à Nancy, et je la remercie d'être venue, malgré ses problèmes de santé. Et nous avons passé 3 heures ensemble, et ça nous a fait revenir aux années et au temps de notre première rencontre, vraiment. Je te remercie, Nancy, d'être là. Écoute, d'habitude, on est plus nombreux, mais bon, c'est les débuts de vacances, c'est les débuts de relâchement, et je suppose que les gens ne sont pas là. Bonsoir. Voilà, ils arrivent un peu en retard, mais ils commencent à venir. Merci de votre présence. Et moi, j'aime beaucoup les petits groupes, parce qu'on peut plus se dire, on va construire ensemble, co-construire. Parce qu'ici, il y a des grands spécialistes. Et de la philosophie grecque et du monde bouddhiste. Alors, je pense que je suis moins spécialiste que certaines personnes de l'auditoire. Et donc, je les invite très gentiment à compléter, à nourrir, à enrichir ce que je pourrais dire. Je vais juste vous parler du début, puis je vais vous proposer, si vous en êtes d'accord, de faire une toute petite méditation, petite, juste pour avoir ce sentiment de mettre en lien les sensations, les perceptions intérieures et les perceptions, les sensations de l'extérieur. Auparavant, donc, merci beaucoup Yvonne de m'avoir présenté si gentiment. Donc, je suis à la Maison des Sciences de l'Homme et de la Société à Nice. J'ai pris ma retraite depuis longtemps et je suis restée dans mon laboratoire. Et j'ai un collègue et ami, Samir, un collègue et ami qui m'a dit non, je suis allée à l'Institut Karmapa dans l'arrière-pays de Nice, j'ai rencontré le Lama Tréoré, il est formidable. Est-ce que tu voudrais bien qu'on fasse des conférences sur le bouddhisme? Alors, et bouddhisme et neurosciences. On pouvait faire une conférence si on mettait le bouddhisme et neurosciences. Donc nous avons invité des gens, moi j'ai fait un petit texte, etc., de débutantes. Et je suis toujours cette débutante qui connaît un peu le bouddhisme. Mais par contre, j'ai fait, oui, plusieurs petites retraites, plusieurs petits stages, plusieurs enseignements bouddhistes. Mais je ne suis pas une grande spécialiste, je tiens quand même à vous dire. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire ce jeu, puisque quand j'ai voulu faire mon premier travail sur le bouddhisme et mieux comprendre, j'ai pris des livres, et puis j'ai pris le livre de Mircea Eliade, qui est un anthropologue des religions, et qui avait écrit Patanjali et le yoga. C'est sur la deuxième diapo. Je vais vous la passer, je reviendrai. Voilà, donc sur ce livre-là. Et sur ce livre, que j'ai lu plusieurs fois, et
qui est une façon de retourner à la source hindouiste du bouddhisme, eh bien, il est dit que voilà, le bouddhisme est né en Inde sur une culture, et notamment la culture du yoga. Et sur ce livre, il y a cette phrase « À quoi bon la méditation? En dépit de la méditation, on meurt dans la souffrance. » Alors, il te propose « Abandonne toutes les pratiques compliquées et l'espoir d'obtenir des siddhis. Accepte le vide comme ta vraie nature. » J'ai lu cette phrase, elle m'a porté le saut aux eaux. Abandonne les pratiques compliquées, accepte le vide comme ta vraie nature. Donc, c'était une initiation pour moi, et je me suis mis à vouloir mieux comprendre ces notions de vide, et notamment à comprendre comment, moi, lecteur, je peux comprendre une phrase qui date de 5 siècles avant Jésus-Christ, au moins, et qui, dans un contexte que je ne connais pas, que je ne comprends pas, une traduction qui est forcément une chose que je peux réinterpréter avec tous les biais de non-connaissance que j'ai. Donc je me suis mise à vouloir étudier qu'est-ce que ça voulait bien dire pour moi, qu'est-ce que je pouvais essayer de comprendre de cette notion. Alors ce que je vais vous proposer, c'est de vous mettre bien assis, les pieds par terre, les deux pieds par terre, les deux pieds par terre. Bon. C'est-à-dire de ne pas croiser les jambes et de ne pas croiser les pieds, si vous pouvez. C'est une façon un peu chamanique de se relier à la terre, très, très ancestrale, très traditionnelle. Voilà, je vous laisse vous asseoir, mais on va faire une petite pratique. Pas longue du tout. Je disais qu'il faut mettre les deux pieds par terre et sentir que vos pieds touchent la terre, appuient sur la terre. Ce qui fait que si vos pieds appuient sur la terre, vous n'êtes pas franchement là. Vous êtes dans une unité de pieds et vous montez jusqu'à la tête. Vous savez bien, dans toutes les traditions, les pieds sont reliés à la terre et le haut du corps, à partir de là, est relié à l'air, au cosmos. C'est simplement, autant les Mexicains que les Océaniens ou bien que les bouddhistes vont dire, on est un trait d'union entre la terre et le ciel, le cosmos. Si nous sommes un trait d'union entre la Terre et le cosmos, et si nous regardons des images du yoga, ou bien des bouddhistes, ou bien d'autres encore, on peut s'apercevoir qu'ils sont liés au cosmos. Il y a, j'ai une photo, des trajets de méridiens qui passent dans le corps des chakras, bien sûr, les méridiens, le nord, le sud, l'est, l'ouest. On est franchement reliés à ces notions, ces repères. Donc je vous propose d'intégrer ces genres de repères, d'avoir les pieds qui appuient sur le sol et que les jambes ne sont pas croisées, ou pour personne, ça viendra. Oui. C'est bien de voir comme vous avez fait, les mains sur les cuisses, où vous voulez, sinon voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est une sensation intérieure. Vous pouvez garder les yeux ouverts. Vous pouvez fermer les yeux. Moi, je les ferme. Une sensation intérieure, comment vous êtes posé, vos pieds, vos genoux, vos hanches, votre taille, vos épaules, votre menton et le haut de la tête. Si vous commencez à vous intéresser à la sensation intérieure, il vient très vite que vous êtes en mouvement. Ce n'est pas n'importe quel mouvement, c'est le mouvement lié à la respiration. Et cette respiration est en connexion avec tous les grands organismes du corps. Bien sûr, le flux sanguin, bien sûr, le flux lymphatique, nerveux, musculaire, etc., etc.
simplement, c'est un chemin que de prendre la mesure, prendre conscience de la manière dont vous respirez sans rien en changer. Vous pouvez aussi vous rendre compte qu'en focalisant votre attention sur la respiration, votre corps, probablement en beaucoup d'endroits, se détend. Si vous le ressentez, profitez de cette détente. Surtout les épaules, on soutient tellement de choses avec nos épaules et avec la colonne vertébrale. La façon dont le bassin est bien reposé et les jambes et les bras. Si vous focalisez toujours sur votre respiration, vous percevez qu'à l'inspiration, c'est une certaine qualité de l'air qui pénètre dans vos poumons. Et qu'à l'expiration, l'air qui a circulé dans vos poumons est plus chaud, plus humide, et repart dans le grand tout de cette salle-là. Probablement, l'air que nous respirons a fait plusieurs fois le tour du monde, dans tous les sens, en haut, en bas. Là, il a circulé dans Paris. Il est arrivé ici. Est-ce qu'il est chargé d'informations? Je ne sais pas. On peut écouter, entendre les bruits de notre corps, éventuellement, et puis s'intéresser aux bruits tout proches dans la salle, nos voisins. Cette fois, on peut imaginer les bruits à l'extérieur de cette salle bien sonorisée, les bruits de Paris, du trafic autour du musée. On peut s'intéresser à la région entière pour s'éloigner vers des contrées plus campagnardes, plus paysannes, où il y a plus d'arbres, de pâturage, d'étangs, etc., jusqu'aux océans, jusqu'aux mers. Et on peut décider, comme si on montait, de voir toujours encore un peu plus haut la France et puis l'Europe. Et puis, comme si on était dans l'espace, comme Thomas Pesquet ou je ne sais, on peut monter au niveau que l'on veut, s'étendre, s'expandre, en expansion dans l'univers, comme l'univers lui-même en expansion. Et se trouver dans un état plus ou moins grand de bien-être, de tranquillité ou autre, l'état qui vient. Il faut se rappeler que Hubert Reeves parle de la poussière d'étoiles, on serait des poussières d'étoiles. On est donc dans votre grande famille des étoiles. On peut juste, dans cette cavalcade que je vous ai fait faire, excusez-moi, juste suggérer le terme de vide, de vacuité. Quand vous vibrez,
ce sera peut-être temps pour vous de revenir tranquillement ici, maintenant, ouvrir les yeux et prendre la mesure de l'état physique, physiologique dans lequel votre corps se trouve. Bien. Si vous pouvez réouvrir les yeux tranquillement, très bien. Bon, et sinon, je vais poursuivre tranquillement pour ne pas déranger les personnes qui ont besoin de vraiment méditer un peu plus. Très bien. Petite question, est-ce que quelqu'un a eu une mauvaise expérience ? Non. Bon, alors je poursuis. Donc cette phrase que je vous ai lue m'a donné l'évidence que je ne comprenais rien, que je ne pouvais pas m'arrêter à cette phrase. Donc j'ai fait une petite recherche à mon niveau. Alors, voilà, j'ai lu Mircea Eliade et puis le Yoga Sutra, bien sûr, la Bhagavad Gita, je l'avais entendu plusieurs fois, j'avais lu même l'épopée à Bali, bon. Mais en tout cas, je me suis intéressée à tous ces textes-là. Et si nous revenons au bouddhisme, eh bien, on se souviendra que le bouddhisme a pour objectif premier, en tout cas, de s'affranchir de la souffrance en atteignant quelque chose qui va nous élever, nous amener à une forme de connaissance de la vraie nature des phénomènes. Et c'est vrai que nos sciences à nous, ou bien le bouddhisme, c'est une recherche de qu'est-ce qui est vrai dans tout ce monde d'illusions que nous traversons, parce que nous sommes équipés plus ou moins bien avec nos sens, plus ou moins approximatifs. Et donc, nous accédons à une réalité qui est approximative. Et comme nous avons beaucoup d'imagination, à une réalité hallucinée, en plus. Bon. Donc, on voit que le Bouddha est né sur le terreau des pratiques physico-spirituelles, des yogas, qui irriguaient le continent indien depuis déjà plusieurs millénaires quand le bouddhisme apparaît. Donc il s'agit d'appréhender le monde à travers un chemin intérieur. C'est une blague ce que je viens de faire, mais c'est un tout petit truc comme ce que je viens de faire, un cheminement intérieur. Et on se rend compte, pour plusieurs raisons, que le cheminement intérieur mêle le corps et l'esprit, l'état de détente et ce qui s'ensuit, des pensées, des images qui viennent. Donc ça mène, on va dire, corps-esprit, parce qu'on ne sait plus comment dire, parce que corps tout seul, ça ne va pas, esprit tout seul, ça ne va pas. Donc maintenant, en science, on met corps-esprit, par exemple, on met un petit tiret. Et ça, c'est fait par des expériences. Je retrouve dans tout l'Orient, quand on dit ce qui existe, la nature, c'est ce qui existe. Et donc là, quand on fait une méditation et qu'on a des pensées positives, ou bien que l'on a le sentiment de mieux connaître quelque chose, on s'inscrit dans la nature, on s'inscrit dans l'environnement, on fait des actions, et donc on fabrique notre environnement. La preuve, là, on est fabriqué par des artefacts, et on pourrait, d'autres environnements sont juste fabriqués par une présence dans la nature, peut-être des arcs et des flèches, je ne sais pas. Les yogas, c'est quoi? C'est une façon de respirer, c'est une façon
façon de se brancher comme on l'a fait, mais mieux qu'on l'a fait. Le Bouddha est resté combien d'années sous son arbre à méditer Très longtemps. Et évidemment, on organise une expérience du corps qui va être poreuse totalement avec les différents niveaux de la nature et leurs éloignements. Et cela va leur donner une possibilité d'avoir des visions. Voilà. Donc nous, on a des visions dans les rêves, mais sinon, certaines visions nous emmènent à l'hôpital psychiatrique un peu plus vite qu'on ne le voudrait. Non seulement il y a le travail sur la respiration, mais il y a aussi des façons d'engager son corps sur des façons de jeûner. On va arrêter de manger de certaines manières. On va faire des récitations de mantras, c'est-à-dire de syllabes qui résonnent dans l'univers vibratoire dans lequel nous sommes. On va faire des mandalas, des peintures qui renvoient aussi des énergies vibratoires particulières. Et donc, ces personnes-là, culturellement, vont acquérir une puissance existentielle qui est d'ailleurs démontrée par des performances extrêmes. On voit les yogis se mettre sur un truc de clou, on voit des yogis être capables de uriner, d'inspirer l'urine, on voit des yogis capables d'accélérer leur battement cardiaque et puis diminuer leur battement cardiaque. Et on dit même qu'ils sont capables de se donner la mort en arrêtant leur corps. Mais leur but quand même est de vivre assez longtemps. C'est bien. Alors, oui, c'est dans ce contexte biospirituel que vivait le Bouddha Siddhartha Gautama, entre 500 et 400 ans avant Jésus-Christ. Et donc ça, j'ai trouvé dans la revue de l'histoire des religions, dans Bouddhisme et Yoga. Et Émile Sénard dit, je le cite, « Quelques nouveautés que le Bouddha ait pu infuser, ait pu trouver, c'est quand même dans le monde du yoga que s'est formée sa pensée. Il y a un homme qui médite en noir dans un cercle, la photo est blanche, et il y a un arbre. Et il est dit, voilà, c'est écrit tout petit, mais bon, je voulais le lire là, mais no beginning, pas de commencement, no end, pas de fin. Our mind, notre esprit, notre conscience, is born and dies. Elle est née et elle meurt. The emptiness of emptiness. Le vide du vide, ou la vacuité du vide. Donc vous voyez, nous naissons, nous vivons, nous mourons, nous avons un début, une fin, pas de beginning, pas de fin. Alors, c'est la pensée bouddhiste. C'est une façon d'être partie prenante dans la fabrique de ce qui est, de nourrir les interactions, finalement, alors je peux lire là, de nourrir les interactions entre soi et son environnement pour contribuer à donner une existence au monde vivant. C'est ça que souvent on oublie en Occident, c'est que nous donnons une existence au monde vivant. Bien sûr, aujourd'hui ça nous revient en boomerang avec les pollutions, le climatique, etc. Mais comme si on le découvrait dans notre monde sensible. On le savait, mais bon, on ne le vivait pas. Là, on le vit. Donc, atteindre le vide en soi, ou cet état de vacuité, le bouddhisme, ou bien les contemplatifs, parce qu'il y en a aussi bien sûr en Europe, des ordres contemplatifs, ou en Perse, ou n'importe où, c'est une manière, mais si on n'a pas vécu, on ne comprend pas forcément, une manière que la pensée saisisse immédiatement la forme de l'objet. Tout à l'heure, je vous ai proposé, vous êtes quelque part dans le cosmos, et comment vous êtes? Eh bien, peut-être que certains d'entre vous, n'ont pas trop le temps de faire un tour, ont eu une vision, ont perçu quelque chose, un espace. Eh bien, c'est cela dont il parle, c'est-à-dire que la pensée saisit immédiatement la forme de l'objet. Il y a ça qui est très dur pour nous, sans l'aide des catégories de l'imagination, état dans lequel
Alors je cite le sutra là. L'objet se révèle en lui-même dans ce qu'il a d'essentiel et comme s'il était vide de lui-même. Bon, j'avoue, c'est difficile. Attendons. Ça va s'arranger, j'espère. Alors, évidemment, c'est un apprentissage. Ça met du temps et du temps et du temps pour accéder à quoi? À la vacuité de sa vraie nature. Donc voilà, nous avons fait un petit jeu dans le cosmos, mais quelle est la vacuité de notre vraie nature? Est-ce qu'on y est allé plein de notre chair, de nos mémoires? Ou bien est-ce qu'on a pris un petit peu la possibilité de contacter le cosmos, par exemple? Alors, ils insistent beaucoup, tous ces textes bouddhistes, sur que la séparation entre l'objet de la méditation et le sujet qui médite, et bien cette séparation est abolie. Et on verra que ça a du sens, au moins intellectuellement, et que peut-être pour certains d'entre vous qui connaissez bien la méditation, et vous êtes arrivé à un moment donné de devenir l'océan, le cosmos, etc. Et à ce moment-là, c'est ça. Voilà. Sauf que nous, on le fait peut-être 2 fois par semaine, 1 heure, et que c'est autre chose quand le moine s'assied et qu'il reste dans une méditation dans sa grotte pendant des jours, des nuits, des jours, des nuits. Donc nous ne pouvons pas accéder à la même connaissance, parce que c'est une expérience. La connaissance est une expérience. Et nous sommes allés à l'école, nous avons appris, répété, etc. Il est lui aussi très impressionné par l'idée qu'il n'y a pas de séparation entre soi et l'extérieur, qu'en fait on forme une espèce de tissu web, un tissu dont il semblerait qu'on est tous dans ce même tissu. Et alors il dit, pour nous faire comprendre, que dans la contemplation, la pensée se confond alors ça, attendez, ça c'est le Yoga Sutra, 1.44.45, c'est mieux, le Yoga Sutra, la pensée se confond alors avec ces noyaux infinitésimaux d'énergie qui constituent le véritable fondement de l'univers physique. On trouve ça dans le Yoga Sutra, le premier. C'est-à-dire qu'il parle donc de noyaux infinitésimaux, hyper petits, et infinis, d'énergie. Et on va voir que le bouddhisme et la pensée, la physique quantique se comprennent parfaitement avec des mots différents, avec des expériences différentes, mais ils se rejoignent. Et là, notre corps de chair, on va comprendre qu'on est fait de noyaux infinitésimaux d'énergie. Et je le dis tout de suite, et pour la médecine quantique, eh bien, pour la physique quantique, eh bien, ce sera la lumière, le système ondulatoire. Alors que nous, notre physique classique, que nous avons apprise à l'école, eh bien, nous avons appris que nous sommes de la matière, ce qui est vrai aussi. Ça dépend avec quel objectif on regarde, avec quel appareil de mesure, ou quand on sent le corps, eh bien, qu'est-ce qu'on peut savoir dans la méditation. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant de se rendre compte que les bouddhistes, même avant, parlent de noyaux infinitésimaux d'énergie. Moi, ça m'a... Je me suis dit, c'est extraordinaire. Donc, je me suis dit, dans ma culture à moi, qui vient quand même des Grecs, qu'est-ce qui s'est dit du vide? Et donc, je suis allée chercher, voilà, atomes et nécessité, et les 3 auteurs très connus, me semble-t-il, là-dessus, c'est Démocrite, Épicure et Lucrèce, un peu plus tard. Alors, les philosophes, j'ose plus faire le truc comme ça. Bon, je vais le dire comme ça, sinon pas. Les philosophes déjà égyptiens et grecs avaient la notion de vide cosmique.
Et elle était établie vraiment presque 5 siècles avant notre ère. Alors, Démocrite, c'est le plus ancien, c'est 400-300 avant Jésus-Christ. Ensuite, Épicure, 300-200 avant Jésus-Christ. Et puis, j'arrondis évidemment, et Lucrèce, c'est le plus jeune, 100 à 50 ans avant Jésus-Christ. Sont les penseurs de l'atome, de l'atomisme ancien. Et ce sont des philosophies de la nature, selon laquelle tout est constitué d'atomes en mouvement. C'est déjà très fort. Hein. Qu'est-ce qu'on a perdu 5 ans? Bon. Le monde n'est donc ordonné par aucune intelligence, disent-ils, aucune intelligence qui organiserait notre vie, ni aucune intention. Il n'y a pas de fin, il y a un processus. Alors, ce processus, Démocrite dit il est fait par la pure nécessité, et Épicure dit c'est le hasard. Alors, c'est rigolo parce que Monod avait écrit entre le hasard et la nécessité. Hein. À l'époque où la physiologie s'intéressait encore à la philosophie. Bon, elle y retourne maintenant. Enfin, on a eu un grand moment de blanc, hein. Un peu dur. Bon. Et voilà, il s'édifie avec l'atomisme une théorie matérialiste et mécaniste qui considère la matière comme constituée d'atomes indivisibles et éternels, mobiles dans le vide. Donc, voilà, je me suis dit, je comprends ça. C'est ma culture et c'est pas tellement antinomique avec les bouddhistes. Alors, avec la révolution quantique, j'en parle quasiment pas, là, je vous ai mis Quantix, c'est qu'on va parler du système ondulatoire, de la vibration, de la lumière, et on va pouvoir dire, on peut voir un corps humain juste à travers des vibrations et dire des choses. Et donc, il y a des nouveaux appareils de mesure qui vont vibrer, qui vont étudier nos vibrations. Et ça, c'est très intéressant. Alors, oui, le quantique. Je fais un tout petit peu de quantique là-dessus. C'est que la physique quantique nous dit ça. Le volume des atomes est constitué de vide. Alors, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, chaque fois que je vois des personnes qui croient qu'elles sont un peu grosses, elles veulent faire un régime. Alors, la prochaine fois que ces personnes-là, s'il y en a dans la salle, moi je n'ai pas l'impression, mais s'il y en avait dans la salle, en tout cas, la prochaine fois que vous allez sur une balance, misez. Voilà. Et à une époque, je ne me souviens plus, dans les années 2010 ou 15, je ne sais pas, j'ai écrit de la psychanalyse aux thérapies quantiques, et il y avait un sous-titre « Imagination et conscience en expansion ». Parce que j'ai essayé de savoir si vraiment il y avait... Alors, de la psychanalyse, c'est laquelle? La psychanalyse jungienne, que vous avez écoutée, j'imagine, la fois précédente. Et Jung était extrêmement intéressé par l'invisible. Il a fait des échanges avec le physicien Pauli, qui sont arrivés à décider sur la transmission de pensée ou la capacité de la synchronie, la synchronisation, on pense en même temps une même chose, etc. Donc il a fait toutes ces analyses-là qui étaient un peu le freudisme radical de Freud, et puis qui étaient sur les marges, ce qui déplaisait énormément à Freud et qui lui faisait peur. Et j'ai cherché après cette grande mode de la médecine quantique, où il y a des, je ne vais pas vous en parler trop, mais où il y a des machines, soi-disant on étudie des organes. En fait, j'ai fait beaucoup d'analyses, beaucoup d'études, et j'ai pu dire que non. Non, mais quoi? Je ne sais pas négatif. Il y a des bons thérapeutes et il y a des mauvais thérapeutes toujours. Donc, ce n'est pas franchement négatif. Mais c'est avec la médecine, avec la physique quantique, qui est tellement intéressante qu'elle nous propose des concepts qu'on n'a jamais rencontrés. Hein, et ces concepts parlent à notre imagination et nous invitent à inventer des choses. Et en ce sens, c'est pour ça que j'ai dit, c'est une expansion de l'imaginaire
et des consciences. Et on va pouvoir créer. Donc, la médecine quantique, qui n'est pas franchement une médecine très sérieuse, eh bien, on peut faire des choses, ouvrir sur des horizons très, très intéressants. Voilà, donc c'était à peu près mon but. Alors, je reviens à la prescription que le vide soit ta vraie nature. Moi, elle m'a sidérée, elle m'a séduite, elle m'a scandalisée, c'est paradoxal. Et elle a mis en abîme en ouvrant sur des imaginaires nouveaux. Et les imaginaires nouveaux, c'est un psychologue, vous connaissez peut-être, Rudolf Otto, du siècle dernier, qui disait, il parlait de deux mots, le numineux. On se rend compte, le numineux, c'est l'extase, c'est vraiment magnifique. Et le tremendous. Tremendous, c'est l'angoisse du mystère, c'est l'affolement par rapport à ce qu'on ne connaît pas et qui peut être effrayant. Voilà. Eh bien, la médecine quantique. Ah, mais pourquoi je fais le lapsus de médecine quantique? C'est peut-être que je suis impressionnée par Antonio, qui est médecin. Non, je ne suis pas médecin, non. Ah non, bon. Non, parce que sur les cartes en anglais, on met docteur, le titre de Doctor of Letters. Voilà. Alors, c'est comme ça que je fais le lapsus depuis tout à l'heure. C'est la première fois que je fais le lapsus, ça m'a impressionné par lettres. Lettres, de lettres. Alors, je vais arrêter mon trémando. Et donc c'est comme ça que la médecine quantique nous permet de penser à des horizons mystérieux, à la croisée des sciences et des philosophies. Alors, voilà. Ensuite, je me suis dit, bon, mais toute la vraie nature, est-ce que moi je comprends ce que peut dire ce bouddhiste en parlant de la vraie nature? C'est quoi, moi, la vraie nature? Alors, c'est la campagne, c'est la verdure, c'est la forêt, on va faire s'immerger dans la nature. Et à un moment donné, j'ai fait de la médecine traditionnelle chinoise. Et j'ai appris que la vraie nature, c'est ce qui est. Et je l'ai écrit dans un dictionnaire du corps avec un ami chinois qui était médecin de médecine traditionnelle chinoise. On avait écrit là-dessus. Et donc, peut-être, je crois que j'en parle un peu. Alors, est-ce qu'on voit... Attendez, l'histoire de la vraie nature et ce qui est. Oui. Et toute la compréhension, c'est la compréhension du tout. Je vous ai amené là dans le cosmos. C'est la compréhension holistique, le tout, des interactions et des interdépendances de tout avec tout, dans un champ de dynamique, de transformation continuelle, dans des rapports de causalité, on verra ça, qui disent la complexité du monde. Et pour Bouddha, ça a permis de dire l'impermanence. Et ce qui m'étonne, c'est comment je passe de là. Oui, c'est oui. Ah, voilà, j'ai compris. C'est que là, moi, j'ai la diapo suivante, alors j'étais un peu perdue. Voilà ma diapo. Donc, pour nous, de quoi s'agit-il dans la vraie nature? Eh bien, si c'est tout ce qui est, ceci est de la vraie nature, ceci est de la vraie nature, tous les artefacts que nous inventons, c'est notre nature, c'est notre environnement. C'est là-dedans que nous vivons et c'est cela que nous avons fabriqué. Et donc, la vraie nature, c'est-à-dire ce qui est, prend en compte l'ensemble de tout. C'est ce que j'ai dit. Et du coup, ça permet à Bouddha de comprendre que la vraie nature, elle est continuellement changeante. C'est le concept de impermanence. Rien n'est permanent. Et ça s'oppose à notre pensée. Nous savons que c'est faux. Nous savons que nous avons des objets qui se dégradent. Nous avons des amours et puis elles s'embellissent ou elles se ternissent. Nous avons des amis, des proches, des conjoints qui meurent, etc. Que tout est impermanent. Mais on n'aime pas cette idée. On aime avoir une chose et qu'elle est stable. Hein? Et puis, voilà, il y a des orages, etc. Ainsi, que le vide soit la vraie nature n'a pas franchement le même sens dans notre monde. Et nous pouvons
par la méditation. Cette idée que la nature est ce qui est. Donc, j'avais fait cette diapositive parce que vous voyez bien que la vraie nature, c'est ça. Et si j'avais fait des photos chinoises de la vraie nature, on aurait vu dans le corps humain un univers entier. Avec ici, là, le laboureur qui laboure la terre, avec pour les reins, l'eau qui circule, etc. Le sang, c'est très intéressant parce que le sang, c'est comme le fleuve. Et si on arrête le fleuve, voilà ce qui se passe. Et quand on arrête le fleuve et qu'on lâche, comme le barrage qui a lâché, là, dernièrement, avec la guerre en Ukraine, c'est pareil. Donc le corps et le cosmos, cette analogie est très descriptive, est très intelligente et intelligible. Voilà. Donc, est-ce que j'ai encore quelque chose là? C'est possible. Voilà. Alors, je change de diapositive. Excusez-moi d'être un peu... Eh bien, c'est bien, je me repose parce que c'est vous qui lisez. Si vous en êtes à la dernière phrase, ce n'est pas l'effet d'une transe hypnotique. On pourrait dire on partage une illusion, on est en transe et on est possédé par une pensée, voilà. Mais Mircea Eliade, en étudiant les sutras, dit « cet état vient sans qu'on l'appelle, hors du champ de connaissance qu'on en a ». Alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressée, je ne sais pas si j'en parle après, c'est que nous, quand on nous demande, par exemple, penser au vide, on fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire on cherche la linguistique, on cherche le sens du mot, on cherche donc dans notre capital historique, archéologique, des traces. Et puis on va construire avec eux qui nous aident, on prend leur chemin, puis on continue à construire du sens, du concept, de l'abstrait. Et là, quand je lis cet état vient sans qu'on l'appelle, c'est hors de la méthode que j'ai utilisée. Et j'en suis pas capable de faire ça, parce que je ne suis pas restée 3 mois sous un arbre. Mais je veux bien lire ce qu'il dit. Je veux bien comprendre que je ne comprends pas, sauf j'accède à l'imaginaire de ce que ça peut être là, ne pas faire ce que j'ai fait, et être dans l'objet qui est moi-même. Si je suis moi-même une partie du cosmos, je peux aller dans cette partie du cosmos. Et c'est ça aussi qui est très quantique dans cette histoire de bouddhisme. Donc, je suis... Alors, voilà, c'est ça, c'est un peu tout ce que j'ai dit, donc je ne vais pas le redire. Hein. C'est que l'accès aux connaissances en Orient, elle va dans le silence, la méditation, et elle est branchée sur les unités infinitésimales d'énergie pure, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'écrire, elle n'a pas besoin de renseigner, elle n'a pas besoin de concepts, elle a juste besoin d'une immense patience et d'une croyance au fait que les arbres vont rentrer en nous, les animaux vont rentrer en nous, nous allons rentrer en eux, ce que montre bien toute la mythologie grecque, évidemment, mais qu'on a oublié. Et là, il y a un petit truc chinois pour montrer l'impermanence, que le yin, le yang continuellement se transforment, se complètent, sont opposés et nécessaires. Ça aussi, l'Occident, comment il a fait l'Occident pour pas comprendre que les opposés se complétaient et étaient nécessaires? On l'a retrouvé chez les Chinois traditionnels et ça nous a rendus tellement plus intelligents. Enfin, on continue à faire des guerres. Et donc, ce qu'on voit dans ce petit truc, c'est que selon les saisons, selon les lumières du jour, selon les lieux, selon etc., tout est singulier, tout s'organise de façon singulière. Voilà. Alors,
J'en dis pas plus. Et oui, les rapports de causalité, d'impermanence. Et tout à l'heure, j'étais un peu perdue, c'est ce que je vous ai lu, parce que j'ai lisé à la suite. Oui, la difficulté, c'est qu'il faut éprouver dans son corps pour accéder. Donc, il faut agir. Et ça ne veut pas dire qu'en science, nous n'agissons pas, nous passons notre temps à agir autrement. Mais là, c'est la voie interne. Alors, si les orientaux étaient sur la voie interne, ça veut dire que les occidentaux étaient sur la voie externe. Alors, sur la voie externe, on a commencé, comment le Uranus, Chaos, Gaïa, tout ça, c'était des choses du cosmos, de l'environnement. Et puis, on en a fait Zeus, et puis Zeus est devenu politique, et puis Zeus est devenu qui pour nous, en tout cas, dans Jésus-Christ, c'est-à-dire le Dieu des chrétiens, c'est-à-dire un Dieu qui, on ne sait pas vraiment où il est, mais il a fait l'homme à son image, et là, on est dans la filiation narcissique, individualiste de l'espèce humaine, qui va vouloir se séparer du reste. Et ça va être une embellie quand on peut faire ça, et une catastrophe quand on pense au réchauffement climatique. Donc, on s'est trouvé une idée pour être puissant, pour être technocrate, pour être mécanicien, et voilà, l'outil est un pouvoir sans conscience est une ruine de l'âme. C'est toujours vrai, voilà. Et là, nous en sommes effectivement un peu percutés. Alors, il y a cette jolie image, vous savez, de Michel-Ange, où Jésus-Christ tend le doigt et il passe quelque chose à l'homme. Bon, maintenant, le doigt qui passe, c'est une mécanique. C'est notre Dieu à nous. Alors, j'ai fait un tout petit passage par Descartes, qui avait, à cette époque, fait l'horloger, etc. Et Descartes dit, nous, les humains, nous sommes complètement différents de tout le reste. D'ailleurs, Dieu nous a fait à son image. Mais par contre, pour nos muscles, pour nos trucs, pour notre ventre, et tout ça, nous sommes comme les animaux. C'est-à-dire que l'extérieur, on est comme les animaux, mais on est complètement différents, parce que nous avons une conscience, nous avons une âme. Bon, alors, voilà. Donc, à ce moment-là, nous pouvions faire pour le corps une médecine des organes, et puis voir aussi que l'évolution de l'espèce humaine, elle tend vers le cyborg, le robot, l'homme augmenté. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, nous avons privilégié les voies externes. Nous sommes dans un rapport de extérieur. À partir de la Renaissance, nous cherchons à voir, on invente la perspective, on invente le réalisme. Au Moyen-Âge, le bébé Jésus-Christ est plus grand que sa maman, mais à la Renaissance, il prend des proportions objectives que physiquement on peut mesurer. Et donc, on va faire des lignes d'horizon, on va tracer les perspectives, etc. On va faire de la réalité. Et en faisant de la réalité, on s'appuie toujours sur la physique. Et dans le troisième temps, heureusement, nous sommes une époque, une civilisation qui bougeons, qui captons tous les autres, qui les trahissons, mais enfin, on en fait quand même finalement quelque chose dans un monde de hybride, de hybridation, de façon de mettre ensemble. Alors, pour la vacuité, je voudrais d'abord citer Merleau-Ponty qui dit le corps, les corps, tout ce qui est vivant, c'est la chair du monde. Donc on a bien compris que nous sommes dans un web et que nous sommes liés aux animaux et que si on prend leur terrain de vie, eh bien, on les empêche d'exister, ils se rapprochent de nous, et alors on va se mélanger parce qu'on est fait du même tissu, et on va prendre ce qu'on appelle les maladies des zoonoses, les maladies des animaux, et comme on continue à prendre leur terrain, et comme on continue à les affoler, et ils vont faire des maladies, parce qu'il n'y a pas que nous qui avons des angoisses, ils vont faire des maladies d'extrême angoisse parce qu'ils n'ont plus à vivre, plus de terrain, plus à transmettre,
eh bien, à ce moment-là, nous allons nous aussi être extrêmement malades de ces zoonoses qui arrivent à toute vitesse, comme on va le voir. Alors, pour parler de la façon dont hybrider l'intériorité, les connaissances intérieures et les connaissances par l'extérieur, on a lu ce Francisco Varela, qui était un philosophe, phénoménologue et scientifique, et qui s'est mis à travailler sur la biologie, la physiologie. Et il a conversé avec le Dalai Lama. Et puis aujourd'hui, plus précisément, on a Maturika, qui est le grand, celui qui amène le bouddhisme, en fait, la publicité. Et dans les années... Alors, il y a eu beaucoup d'échanges entre l'Orient et l'Occident dès le XVe siècle et le XVIe siècle, mais je n'en parle pas. Je parle aujourd'hui juste d'un moment spécial, c'était en 1991, où le Dalai Lama, Francisco Varela, etc., ont été réunis. Je ne sais plus, c'était Stanford, je ne sais plus. Et Francisco Varela a écrit quelque chose de très intéressant qui est le livre qui s'appelle, c'est un peu compliqué à comprendre, La réinscription de l'esprit dans le corps. Et il a parlé de la biologie et de la co-construction du monde et du moi. Donc vraiment, il l'a dit là dans les années 70, ça, c'est incroyable. J'ai l'impression que je suis très longue. Je ne me rends pas compte de combien de temps j'ai. C'est 7h30. Et j'ai combien? D'habitude, les gens parlent un moment. Ils arrondissent leur pensée. Oui. Et après, c'est les autres qui demandent. D'accord. À arrondir leur connaissance. On a à peu près une demi-heure. Une demi-heure. Il est moins 20 là. Je vais essayer de faire ça en une demi-heure. Oui, je vais le faire en une demi-heure. Pour qu'on ait un peu de temps pour la discussion. Oui. Et ce qu'on peut dire, c'est que Varela, lui, il a vécu le vide en soi. Voilà. Et il est arrivé ensuite, beaucoup plus tard, il a commencé à parler de sciences de l'environnement. Donc on était entre la nature qui était Wadoudoudou et nous, et on a rempli l'environnement. On a rempli donc la science de l'écologie. Voilà. Et aujourd'hui, les neurosciences qui étaient un peu obnubilées par le cerveau commencent à comprendre que le cerveau, non. Le cerveau, c'est... mais ça, j'en parle après. Bon, peut-être pas. Les trois cerveaux, par exemple, on est relié à trois cerveaux. C'est-à-dire, on a le cerveau, et puis on a le cœur qui est branché sur le cerveau, puis on a les viscères qui s'informent avec le cœur et le cerveau, et que tout ça est une zone d'information qui nous permet d'exister. Donc, la science commence à arrêter de faire des petits objets et à s'ouvrir sur le holistique, le tout. Donc ça, c'est un bien formidable. Et du coup, ça nous a permis le biotope intestinal. On a plus de virus et plus de bactéries que de cellules. Et elles sont plus fortes, peut-être. Et alors, on dit qu'elles peuvent un bébé, dans certaines circonstances, peut devenir autiste avec un déficit de flore intestinale, etc. Donc, on se rend compte qu'il y a des liens de causalité sur le moment, mais il y a des liens de causalité chronologiques. Parce qu'une femme qui va ingérer des perturbateurs endocriniens aura une fille qui va aussi plus ou moins ingérer des perturbateurs endocriniens, aura une fille qui sera stérile. Et ça, on le sait. Voilà. Donc, on sait qu'il y a des rapports de causalité dont parlaient les bouddhistes, et maintenant, la science les démontre. Donc, ils s'entendent assez bien. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une révolution scientifique que j'aimerais qu'elle aille plus vite, mais qui met en rapport des rapports d'intériorité, des rapports d'extériorité, pour inventer un monde hybride. Oui, j'ai bientôt fini ça. Alors, j'espère que c'est fini. Donc, l'esprit quantique, c'est vraiment la capacité de faire ce lien. Alors, j'ai pris Einstein parce que c'est notre préféré, c'est notre petit protégé de tous. Le vide quantique, c'est la lumière, un état fondamental d'énergie minimale. Ça, c'est intéressant. Parce que
de manière analogique, on peut comprendre que nous, par exemple, c'est quoi cette histoire des cellules gliales? On parlait des cellules grises du cerveau. Puis il y avait des cellules qui ne servaient à rien, les cellules gliales. C'est l'état fondamental d'énergie minimale dans lequel on peut puiser pour se réinventer dans des situations où c'est plus la génétique qui va marcher, mais c'est l'épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui se transforme dans nos gènes par nos expériences. Et il faut vraiment rêver que nos expériences, qui sont très traumatiques actuellement, nous permettent, avec l'épigénétique, ces cellules dont on n'avait rien à faire, de trouver des sources pour s'adapter. S'adapter à la chaleur, etc. Et vous voyez, dans le Sutra 1, que j'ai lu sur ce livre très intéressant, La médecine tibétaine bouddhiste. Eh bien, dans le Sutra 1, on lit « Le fond de tout est en fait vide et lumineux. Les êtres qui ne reconnaissent pas l'espace infini, vide et lumineux tombent par ignorance dans l'illusion. Ils s'attachent au je, moi, mon ego, alors que rien de tel n'existe. » Donc c'est un renversement de la pensée occidentale qu'il faut absolument qu'on fasse si on veut que l'espèce fasse de la place aux autres et survive. Donc la suite, voilà, je vous lis, mais c'est bien vous l'avez. Voilà. Donc la nature de l'esprit est faite de l'expérience de la vacuité, c'est l'auteur de la médecine du bouddhisme. Et donc il se rencontre vraiment bien. Alors, je vais aller assez vite, ça on l'a fait, une type de méditation. Ah bah oui, voilà. Donc c'est un peu le résumé, si vous voulez. Le vide s'apparente à la lumière, hein, c'est ce que je vous ai dit. Blaise Pascal, qui fait une jonction très intéressante entre l'Occident et l'Orient, il dit « Le vide tient le milieu entre le néant et la matière ». Là, il pense aux religions, le néant et la matière. Le bouddhisme, le fond est vide et lumineux. Et une phrase de François Chang, où je termine sur le taoïsme, parce qu'il dit « Par le vide, le cœur de l'homme peut devenir la règle ou le miroir de soi-même et du monde, car, possédant le vide et s'identifiant au vide originel, l'homme se trouve à la source des images et des formes. Il saisit le rythme de l'espace et du temps, il maîtrise la loi de la transformation. » C'est une très belle phrase parce qu'elle dit à quel point nous sommes partie prenante de ce qui se passe. Et sans culpabilité, c'est une phrase qui nous responsabilise, je trouve. Voilà. Donc,